toujours placés en vigilance orange, vagues, submersion, inondation. Et oui, soyez prudents sur la côte avec la conjonction grande marée de cette fin de nuit. Vent et précipitations, des débordements pourront être observés. Encore une fois, pensez à suivre les déviations mises en place. Alors demain matin, eh bien, le temps sera encore agité, pas mal de nuages sur l'ensemble de la région, des précipitations, un vent qui va souffler par rafale proche de 80 km/h. Les températures, quant à elles, seront comprises entre 4 et 7 degrés. Il fera 4 à Bressuire, à Parthenay ou encore à Poitiers, 5 du côté de Niort, 7 le maximum, ce sera pour La Rochelle. Dans l'après-midi, le temps restera agité avec toujours un vent assez costaud, un risque orageux sur le littoral et des températures stationnaires comprises entre 8 et 11 degrés. Il fera 8 à Bressuire, 11 à La Rochelle. On se retrouve après journal. À tout à l'heure. Merci. C'était la météo avec la Mutuelle 403. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre 19-20 pour une heure d'information sur France 3. En voici les titres. Un des deux adolescents toulousains, candidat au djihad en Syrie, a été mis en examen ce soir par une juge antiterroriste. Une mesure rarissime pour un mineur. Plus de détails à 19h30. Mais d'abord, dans l'actualité régionale, nous irons sur le littoral charentais où les préparatifs vont bon train à quelques heures de cette marée à fort coefficient. Olivier Rioux est sur l'île d'Oléron pour nous. Nous le retrouvons dans un instant. Plusieurs minutes d'attente pour espérer voir s'afficher une page. C'est encore le quotidien de nombreux usagers d'Internet. La ministre de l'économie numérique était en visite en Poitou-Charentes aujourd'hui. État et région vont investir plus de 100 millions d'euros pour remédier entre autres à ce type de problème. Enfin, nous passerons par la case Angoulême. Coup de projecteur sur une BD jeunesse et un spectacle d'un genre à ne pas rater. Résumé de ce deuxième jour dans les bulles avec Yann Salin. Et à 19h18, c'est avec Pascal Foucault que vous avez rendez-vous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Marie-Ange. Ce soir, dans l'édition Atlantique, nous irons sur l'île d'Aix où les habitants ont de bonnes raisons de se réjouir en dépit de l'arrivée dans quelques heures de la première grande marée de l'année. Les habitants viennent de récupérer leur phare entièrement restauré. Puis enfin, nous irons du côté d'Emmaüs à Rochefort à la veille du 60e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre. Alors à tout à l'heure. Merci Pascal, à tout à l'heure. Coefficient de 111, voilà ce qui attend les habitants de notre littoral ce soir. Olivier Rioux et Patrick Messner sont allés à Boyarville, dans un secteur où le risque de submersion est important. Pointe des Saumonards tout à l'heure, au moment le plus critique de cette journée. La mer s'engouffre dans la dune. Un peu plus bas, village de Boyarville, le long du chenal de la Pérotine, pas de réel danger. L'océan ne déborde pas, les quais restent au sec. Le vent commence à se lever un petit peu du sud, là, donc c'est pas les bons vents pour nous. Donc on va attendre un peu de voir ce qui va se passer dans la nuit. On est plus inquiet pour la marée de demain matin, vers 6h, là où ça monte toujours un peu plus haut la nuit que le jour. Et puis il y aura eu le vent de sud, voire peut-être quand même ouest dans la nuit, ce qui est un peu mieux pour nous. Donc on verra demain matin. Le coefficient de 114, conjugué au vent de sud, pourrait une nouvelle fois pousser l'Atlantique dans la terre. Un peu comme sur ces images lors de la tempête de Xynthia. Le chantier naval s'en souvient encore. On s'en doutait pas. Je me suis même endormi facilement parce que le vent n'était pas aussi important qu'il était annoncé. Ouais. Et la surprise a été le lendemain matin. Et là, pas de surprise, prévoir. Non, je crois pas. La météo n'est pas si mauvaise que ça. Toute la semaine, tout a été préparé, étudié pour parer au mieux. Sacs de sable, barrages, béton, tout a été fait pour éviter la catastrophe de 2010. Là, il y a cet événement, ces grandes marées fin janvier, début février, mais il y a encore 2 épisodes, fin février et fin mars, avec des marées équivalentes. Donc il suffit qu'on ait du vent, de la dépression et les grands coefs les deux fois suivantes pour que ce soit également problématique. On va tout stocker dans un coin du chantier et on sera prêt à les remettre en place, bien évidemment, pour les prochains événements. Pour l'instant, pas de casse au chantier, ni dans le village. La mer est calme. Encore 48 heures à tenir et surveiller ici les risques de submersion. Olivier Rioux, bonsoir. Vous êtes toujours sur l'île d'Oléron, dans ce même secteur. Où en est-on ce soir? Dites-nous.
Pas de submersion, Marie-Ange, en fin de journée ici, mais l'alerte météo reste toujours d'actualité, au moins jusqu'à demain soir au plus fort des grandes marées, avec un coefficient de 114. La prudence est forcément recommandée par les services de l'État. Le plus gros risque, c'est demain matin aux environs de 6 heures, d'autant que des vents de sud assez forts ont été annoncés. Une bonne nouvelle, toutefois, cette dépression est plutôt faible et ne devrait pas engendrer une surcote, un gonflement d'eau comme cela s'était produit il y a 4 ans lors de la tempête Xynthia. Ici, de toute façon, tout a été mis en place. Tous les dispositifs de l'État et des collectivités vont rester sur le pont toute la nuit pour surveiller les endroits dangereux, les endroits susceptibles d'être submergés. Merci Olivier. Et puis rappelons que l'alerte de Météo France s'étend ce soir à 11 départements de la façade ouest. À la potentielle submersion venue de la mer s'ajoute en Charente-Maritime un risque de crue. C'est notamment le cas dans le bassin de la Seudre. Arrosée par la Charente, la ville de Saintes a été victime d'importantes inondations par le passé, notamment en 82 et en 94. Alors comment les services municipaux font-ils lorsque la cote d'alerte est atteinte, ce qui est le cas depuis plusieurs jours? Réponse avec Jérôme Villain et Stéphane Amand. Les images sont parfois trompeuses. À voir les prairies et les berges de la Charente à ce point inondées, on pourrait croire à un événement majeur. Eh bien pas du tout. À Saintes, cette petite rue est la seule artère habitée de la ville qui commence à être inondée. Nous sommes ici à hauteur de fleuve. Ce sont donc les égouts qui refoulent. On a commencé à mettre une signalisation, comme vous voyez, pour que les voitures puissent continuer à circuler, mais sans rouler dans l'eau, sans éclabousser partout. Et la phase suivante, on va carrément fermer la rue à la circulation, et puis on mettra des parpaings, des madriers pour que les gens puissent aller à leurs habitations et continuer à vivre normalement. Pour le reste, le parcours des bennes à ordures a été modifié, même chose pour les bus scolaires. Les bandes électriques du camping municipal ont quant à elles été retirées, mais tout cela ici, c'est la routine. Les terres étaient très saturées, ce qui fait que tout ce qui pleut se met par-dessus. Et ce qui fait que on a pour l'instant une petite inondation. La population est habituée ici en Saintonge, donc on vit auprès de la Charente et avec ces variations saisonnières. Les équipes municipales resteront toutefois en état d'alerte tout au long du week-end, mais à Saintes ce vendredi, les regards se portent surtout vers la côte, où la menace d'inondation semble beaucoup plus sérieuse que dans la capitale saintongeaise. En France, seuls 8% du territoire bénéficie de liaisons Internet à très haut débit. En Poitou-Charentes, 120 millions d'euros vont être investis dans ce domaine ces prochaines années. Et l'État en finance la moitié. Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée de l'innovation et de l'économie numérique, nous explique pourquoi. Actuellement, il y a certains pays comme la Corée du Sud et les États-Unis qui effectivement ont pris un peu d'avance, mais rien d'irréversible. Et nous faisons un choix, je pense qu'il y a un choix ambitieux où l'État intervient beaucoup pour assurer la péréquation, c'est-à-dire pour faire en sorte que ceux qui habitent dans des villages de montagne ou dans des villages ruraux ne soient pas abandonnés et au contraire soient très fortement accompagnés par l'État. Donc c'est ce choix de solidarité et d'aménagement du territoire qui a été fait par la puissance publique en France. En attendant, la fracture numérique, elle existe bien encore. Les progrès se font quasiment au cas par cas. Voyez le reportage de Marie-Noëlle Missud et Luc Barré. Égonné, 627 habitants répartis sur une zone assez étendue et vallonnée. Le genre d'endroit qui n'intéresse guère les fournisseurs d'accès à Internet. Ici, dans cette maison, située à 9 km du central téléphonique, jusqu'à septembre dernier, la famille disposait d'un débit de 56 kilobits par seconde via la DSL. Autant dire, pas grand-chose. On était très pénalisés. Pour beaucoup de choses, il y a beaucoup de démarches qu'on ne pouvait pas faire. Une déclaration d'impôt. On ne pouvait pas faire une déclaration d'impôt. On avait des débits qui étaient trop lents et on se faisait jeter des services fiscaux. Jean-Luc Guérin s'est alors tourné vers le Conseil général pour avoir un autre moyen d'accès, le satellite. Après un dossier très détaillé, la collectivité a financé l'achat d'une parabole. La famille est désormais connectée. On a 20 mégas en réception et 2 mégas en émission. On a le téléphone vers les fixes illimités et ça doit nous coûter 38 €, à peine 40. Voilà, télévision incluse aussi. Gilles, lui, habite à 1 km de cette maison. Il utilise toujours la DSL avec un très petit débit. On était, il y a encore quelques mois, à un petit méga de débit. Là, je ne sais pas pourquoi et j'arrive pas à trouver la solution. On est rendu à 0,6.
0,7. Donc voilà, que c'est la galère. Et puis à Aigonnet, il y a ceux qui passent par le WiMax, une grosse antenne qui sert de relais hertzien et qui permet un débit minimum de 2 mégabits. Dans les Deux-Sèvres, les zones totalement blanches, c'est-à-dire sans aucun accès, n'existent plus. L'objectif est désormais le très haut débit pour tous, un idéal qui demande de gros investissements. On a, nous, une ouverture de programme de 10 millions d'euros sur 5 ans. Plus 4 millions d'euros qui viendront des collectivités, mais on n'est pas seul, heureusement. On est aidé par l'État et on a déposé le dossier auprès du Fonds pour la société numérique. Donc là, on espère 15 millions, un petit peu plus de 15 millions d'euros. On va être aidé par l'Europe et on espère qu'on va être aidé par la région. À l'heure de la 4G, les usagers veulent une connexion de plus en plus rapide, une perspective qui reste encore très lointaine pour beaucoup. L'installation de ce réseau très haut débit en Poitou-Charentes pourrait créer 1000 emplois dans les 3 ans à venir. 62 salariés sur le carreau, la fermeture.